Donc, en deux mots, me présenter, enfin, je m'appelle Joël Betts, je travaille chez LIP à Fribourg, pas à Fribourg, justement, à Zurich. Et puis, ouais, ça fait à peu près une année et demie que je travaille chez LIP. Cette présentation, je l'ai fait au dernier Tech Day de LIP, où justement on se réunit tous ensemble une fois par année pour avoir des présentations sur des choses qui se font sur le web. Et c'est d'où ça vient. Et puis je l'ai remis un peu à jour, sans la traduire justement. Parmi vous, qui c'est qui connaît la date de l'année, on va faire plus simple, l'année dans laquelle a été publié HTML4? Au hasard, presque, un peu moins. Plus. En 97. Ça fait 11 ans. Et depuis, c'est pas passé grand chose dans le monde de HTML. Je vais revenir un petit peu sur comment c'est parti HTML, et puis on va ensuite voir pourquoi on a besoin de quelque chose de nouveau, et puis ce que le W3C est en train de proposer. Ça, c'est la première référence qu'on connaît de ce qu'on appelle maintenant HTML. C'est bien sûr Tim Berners-Lee qui a mis ça sur un channel une fois. Ce qui est intéressant de voir ici, en fait, c'est que la majorité des tags qu'on voit sont spécifiques au styling, en fait. Par exemple, on voit pas le P. Ok, il y a un P normalement quelque part voilà. Et par exemple le P, lui, il le voyait plus comme ce qu'on utilise le BR pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire juste un retour à la ligne en fait, et pas un paragraphe. Et voilà. Enfin, c'était juste une anecdote comme ça. Enfin, ça a pas mal changé par rapport à ce qu'on fait maintenant. Rapidement, comment ça a évolué en 93, donc c'est le premier working draft qu'a fait l'IETF, c'est l'Internet Engineering Task Force qui nous a fait ça. Et 2 ans après, en 95, il publie le HTML2. Très rapidement, 2 ans de nouveau après, ils ont d'abord formé le W3C, qui est le World Wide Web Consortium, ils ont formé ça parce que l'IETF était un peu trop tiré par des raisons commerciales. Enfin, il y avait trop de questions sur des labels, et puis ils ont créé un groupe où tout le monde allait travailler ensemble, et ils ont publié ensemble le HTML 3.2. Toujours en 97, ils publient le 4.0, et 2 ans plus tard, le 4.0.1, qui est une très petite amélioration d'HTML. Donc depuis 99, pas grand chose dans le monde d'HTML. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a eu XHTML, qui est dit très simplement une XMLisation du HTML, qui n'a pas très bien marché, puisque enfin, si on regarde maintenant la proportion de sites qui sont en HTML et celles qui ont XHTML, ben il y a très peu de pages qui sont écrites en XHTML, encore moins en XHTML1, qui est juste une modularisation de XML, c'est-à-dire enfin en XML, c'est-à-dire qu'on peut juste supprimer en fait certains tags, dire que ce tag-là on l'aimerait pas dans notre HTML. Ensuite, ils ont commencé à travailler sur le XHTML2, qui a pas été très bien accueilli en fait. Le problème avec XHTML2, c'est que c'est incompatible avec d'autres standards comme le CSS2, c'est-à-dire qu'un navigateur peut pas implémenter XHTML2 en même temps que CSS2, ce qui est très logique. C'est aussi incompatible avec XHTML1, donc on peut pas implémenter les deux, donc c'est pas backwards compatible. Et à ma connaissance, il n'y a aucun navigateur qui travaille maintenant à son implémentation,
enfin, à ce qu'ils sont en train de travailler dessus en fait. Il y a même Microsoft qui a quitté le working group de XHTML2 en disant que si jamais ça allait être une fois publié, ils aimeraient bien que leur nom soit retiré, ce qui veut bien dire quelque chose. Enfin, on sait que Microsoft aime bien avoir son nom un peu partout, voilà. Suite à ça, en 2003, il y a pas mal de réactions. Les gens ont commencé à râler un petit peu. Et c'est là qu'ils ont formé le WHAT-WAG, qui est le Web Hypertext Application Technology Working Group, qui est aussi appelé le WHAT Task Force. C'est surtout les détracteurs de ce groupe-là qui les appellent le WHAT Task Force parce que ça fait WTF, qui sont 3 lettres bien connues en anglais. Ils ont commencé à travailler sur HTML5, qu'ils ont nommé comme le successeur de HTML4 et qui allait changer pas mal de choses. Parmi vous, enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait à peu près, qui arrive à deviner combien de pages sur le web sont invalides, donc par rapport au validateur W3C? Combien? En pourcentage, ouais. Plus que 35. 95%, plus de 95%. Donc, ouais. Enfin, ça prouve qu'il y a vraiment un problème avec l'HTML qu'on utilise en ce moment. Pourquoi a-t-on besoin d'un nouveau HTML? HTML 1.4 était super à l'époque, ça correspondait à ce qu'on faisait. Mais depuis, le web a beaucoup changé et on a commencé à rajouter plein de choses, petits modules par-dessus, on a rajouté en Flash par-dessus, on a essayé de pallier en fait tout ce que le web savait pas faire, enfin le HTML4 savait pas faire, par d'autres techniques puisque ça avançait pas. Et c'était pas assez suffisant. En fait, HTML4 était aussi pas assez bien défini dans les specs. En gros, on leur disait que comment ils devaient comment ils devaient réagir à certains événements ou bien comment ils devaient display, qu'ils devaient afficher certains éléments. Mais on leur disait pas comment faire, ou bien on leur expliquait pas comment leur navigateur devait réfléchir pour pouvoir le faire, ce qui a donné maintenant les différences qu'on connaît entre les différents navigateurs. Qu'est-ce que le HTML5? L'HTML5 se veut justement être quelque chose de plus que juste une documentation. Ils veulent donner vraiment toute la documentation à ceux qui implémentent les navigateurs pour leur dire comment ils doivent implémenter les différentes fonctionnalités. Et je vais en parler plus tard. L'HTML5 veut aussi pas seulement dire comment afficher les choses, mais aussi offrir une API, on va en discuter plus tard, pour des applications du web. Alors, on va tout de suite aller un peu plus profondément dans ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans HTML5. Tout d'abord, la première chose qui change, c'est le doctype. On connaît tous le doctype actuel, c'en est un de HTML 4.0.1. Il y a aussi il y en a d'autres. C'est assez, voilà. Il y a pas mal de choses écrites là-dessus. Et ce que propose en fait la HTML5, c'est de supprimer tout ça pour obtenir plus que ça en fait. Et si vous configurez votre serveur au niveau du transport, vous pouvez même, enfin, en disant que qu'il y a un header type pour le charset, vous pouvez supprimer le méta du charset. Donc ça simplifie beaucoup les choses. L'avantage de ça, c'est que quand
Ça, vous pouvez l'utiliser déjà maintenant. Les navigateurs vont afficher votre page sans problème. C'est ça l'avantage principal de ce doctype. Ce doctype, en fait, dit au navigateur de se mettre en mode standard, ce qui HTML, c'est-à-dire que le navigateur affiche vraiment les balises comme il le ferait pour d'autres implémentations du HTML. Donc c'est justement compatible avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. La spécification du HTML5 va supprimer certains éléments, donc on ne sera plus autorisé à utiliser ceux-ci, qui sont pour la plupart déjà dépréciés dans le HTML4. Mais ça va faire plaisir à certains. Enfin, il y a certains. La plupart aussi sont surtout justement du styling. Enfin, tout ça là sont du styling. Et puis il y a aussi ceux-ci qui sont bien vieux, qui sont aussi dépréciés et qui seront plus autorisés dans l'HTML5. Mais par contre, les navigateurs seront toujours obligés de pouvoir les afficher en fait pour être sûr d'être compatible avec ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Et maintenant, un peu plus fun, les nouvelles choses, les nouveaux trucs qui vont arriver. Google a fait une étude sur les classes qui étaient le plus utilisées, donc les classes dans les tags. Et est-ce que vous arrivez à deviner quelle est la classe la plus utilisée, la plus commune Non. Pardon, c'était table, navy, non. Header, non. Non plus menu, non pas page. C'est pas content. C'est footer, yes. Donc footer était la classe la plus utilisée. Ensuite menu, title, small, et ainsi de suite. Donc on a remarqué que justement on utilisait pas mal ces classes et on s'est dit pourquoi pas les transformer en vrais tags, puisque apparemment il y avait un besoin pour ça. Et c'est ce qui va se passer en fait. Je me suis amusé à prendre notre site de l'entreprise, puis à voir ce que ça deviendrait avec les nouvelles balises. Donc pour l'instant, on a notre site avec des divs, des ID, header, nav, article et sidebar. Et avec les nouveaux tags, ça donnerait ça. On aura un nouveau tag header, un tag nav, un tag article et un tag aside pour tout ce qui est sidebar et tout ça. Ça c'est un autre exemple, juste pour vous montrer que ce qui va être intéressant là-dedans, c'est la div intro. Ils ont prévu d'ajouter aussi un tag section qui permet juste de définir des parties de documents. Et ce qui est encore plus intéressant avec ce tag, c'est qu'on va pouvoir faire du scope, ce qu'on appelle du scope style sheet, c'est-à-dire que on va dire cette feuille de style CSS sera appliquée seulement à cette section-là. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment des sections et puis d'organiser en fait son code un peu plus intelligemment. Un autre élément, l'élément dialogue avec les balises DT et DD. Tout simple, c'est juste pour décrire une conversation en 2 personnes, même en 3 personnes, ça c'est encore en discussion. Donc, vous voyez que ici on pourrait mettre une 3e personne, il n'y a pas de définition de qui c'est, qui est qui, enfin on pourrait mettre théoriquement d'autres personnes, donc ça c'est encore en discussion. Il y a pas mal de choses qui sont en discussion encore pour l'instant. On en discutera après. Une autre balise, c'est la balise foot. On connaît head et body, et la balise foot va être utilisée. On a remarqué qu'en fait,
on met de plus en plus de choses en bas, comme par exemple maintenant on met tout ce qui est script en bas des pages pour pouvoir pour accélérer le chargement des pages. Donc ça serait une balise qui servirait à ça en fait. Un élément figure qui serait pas seulement qui serait pas seulement pas forcément que des images, mais des charts ou bien toute autre chose en fait. Ça permettrait en fait juste de décrire, vous voyez avec le tag legend, de pouvoir décrire une autre balise en fait. Ça donnerait ça. Pardon. Oui, c'est quelque chose qu'on affiche, mais c'est pardon, la question c'était à propos de foot. De foot. Voilà, la question c'était si on allait afficher le footer. C'est tout encore en discussion. On a introduit ça en fait pour justement mettre tous ces scripts qu'on met en dessous pour avoir vraiment quelque chose qui les entoure et puis qu'on sache que ça soit à cet endroit-là, pas que ça qui navigue tout d'un coup au milieu enfin qui navigue dans le body comme c'est pour l'instant. Donc c'est encore discussion. C'est théoriquement fait pour des choses qui sont pas faites pour afficher comme justement les scripts. Donc on en a parlé la figure, donc ça permettrait de faire des choses comme ça en fait, de pouvoir faire au navigateur d'afficher la légende directement sous l'image ou des choses comme ça. Ou même sémantiquement, enfin ça apporterait quelque chose. Maintenant les éléments qui sont un peu moins pour la structure, on a vu vraiment pour les choses pour structurer mieux la page. Une autre, ça c'en est un autre dont on a beaucoup parlé, c'est l'élément Canva, la balise Canva, qui permet de faire des choses comme ça. Donc si je fais, oups, et puis on a quelques exemples là, on a vu sur le web récemment ou même il y a un peu plus longtemps, des choses par exemple même du 3D si ça charge, du 3D dans le Canva en fait, avec du Canva. J'ai un autre exemple encore par là. Ça c'est quelqu'un qui a développé un Mario Bros en JavaScript et puis tout en Canva, donc vous pouvez vraiment jouer. Voilà. Donc voilà, ça pèse c'est très léger, ça pèse quelque chose comme 10 ou 12 kilobytes. C'est pas génial, c'est super moche, mais ça prouve qu'il y a des choses à faire. Enfin, mon avis là-dessus, c'est que ça ne sera pas forcément des choses comme du flash ou quelque chose comme ça, mais ça peut être intéressant pour si on a par exemple des tables avec un chart à côté pour que ça soit un peu interactif entre les deux et des choses comme ça permettra de lier le tout. Un autre problème qu'on a en ce moment avec... pardon. Comment tu écris dans le Canvas? C'est quoi? C'est du vecteur? C'est quoi à l'intérieur? Non, c'est pixel graphics, c'est quoi? Ouais, c'est un mauvais exemple là. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Puis ensuite, avec le JavaScript, on peut obtenir certains events du Canva en fait.
Et c'est le JavaScript qui interagit avec le Canva, qui affiche les choses dans le Canva. Ah, non. Ouais. Là, dans les Canva, tu dis comment en français? Ouais. Canva. C'est du SVG ou bien quelque chose comme ça? Ouais, exactement. Tu sais comment parce que c'est des vecteurs. Tu demandes. Oui, c'est du vectoriel. Moi, je sais pas. Peut-être quelqu'un sait mieux répondre que moi dans ce domaine-là. À ma connaissance, c'est implémenté avec du SVG comme. Ah non, je l'ai plus là. Tant pis. Ouais, voilà. Désolé, j'ai pas plus de réponse. Je dis donc, par rapport au HTML, un problème qu'on a vu, c'est que il nous manque dans HTML la possibilité d'ajouter de la vidéo et de l'audio en fait. Ça a été pallié par l'ajout de plugins comme Flash ou bien comme QuickTime ou bien les Real Audio ou bien tout ça qui ont apporté ça au navigateur. Et l'idée du HTML5 c'est de restandardiser tout ça et d'apporter des tags, des balises vidéo et audio. On a une petite démo de tout ça. Qui est donc en fait si je prends le code de ça, vous allez voir une balise vidéo qui appelle ce qu'ils appellent poster, mais c'est juste la première image en fait, et puis des boutons pour agrandir et puis arrêter, et puis quelque part il y a l'appel à la vidéo que je sais plus où c'est. Bon, enfin bon, voilà. Donc en fait, ça donne quelque chose comme ça. Donc ces boutons sont vraiment, c'est du HTML, ces deux boutons là. Bon. Voilà, ça permettrait justement de remettre, d'offrir la possibilité d'avoir quelque chose de standardisé pour la vidéo sur Internet. Le problème avec les tags vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de discussions. Ils étaient partis sur on va utiliser maintenant Ogverbase comme format. Et puis tout à coup, il y a Apple et Opera, je crois, qui ont fait pression très très fort. Et ça a été rejeté de nouveau, donc ils sont toujours en discussion. Il y a vraiment beaucoup de tension de tous les côtés pour dire quel va être le format, parce qu'il faudra choisir pour pouvoir dire au navigateur de comment implémenter tout ça. Et voilà, donc c'est toujours en discussion. Ça, c'est des exemples, des prototypes, ce qu'on voit là en fait. Donc ça marchera en fait, ça sera similaire pour la balise audio. Deux autres balises, une balise meter et une balise progress. La balise meter permettra de dire à quel pourcentage, enfin de dire où c'est qu'on en est en fait, mais que ça soit statique en fait. C'est-à-dire là par exemple combien de bières il reste dans mon verre, le maximum c'est 100, il en reste 75%. Et pour la balise upload, c'est justement upload, pardon, la balise progress, c'est de pouvoir d'afficher vraiment à quel pourcentage de l'upload on est.
Et quelques autres balises dont j'ai un peu moins parlé parce qu'elles sont très discutées, encore plus discutées en ce moment. La balise commande pour afficher pour me permettre de faire des scripts dans HTML, c'est très confus. La balise détail pour détailler une partie d'un document. Mark pour régler le problème pour donner une option à tout ce qui est rating, tout ce qui est les petites étoiles qu'on donne à certains objets. La balise time qui fait ce qu'on veut bien dire. La balise data list que je vais pouvoir vous démontrer, je sais plus dans quel navigateur. Voilà. Non, pas dans ça. Pas là-dedans non plus, dans Opera. Donc la balise datalist, un truc que j'aime assez en fait, ça permet de définir une liste de choses et d'y faire référence dans les inputs des formulaires en fait. De dire maintenant, dans cet input, j'aimerais prendre la liste que j'ai définie comme non liste 1 et puis je la définis ici, ce qui permet en fait de faire des drop-down. Une autre manière de le faire, c'est de pouvoir voilà, c'est de pouvoir comme ici de faire référence à carrément à des fichiers XML, puis d'avoir la même chose en fait. Et puis dans celui-là, l'ajout c'est qu'on peut le mettre tout seul en fait. Voilà. Et puis le data grid, c'est à peu près la même chose, mais ça permet d'afficher ce qu'on connaît les dossiers en fait, l'affichage dossier avec les petits plus. On peut ouvrir la navigation d'un dossier et puis d'aller dans les dossiers sous-dossiers et tout ça. En fait, ça permettrait d'afficher ça. Un autre truc très cool, c'est que le HTML5 a intégré le W3C a travaillé sur quelque chose qui s'appelle le Webforms 2, qui était une idée de pouvoir améliorer puis d'apporter de nouvelles choses au formulaire, ce qui est bien nécessaire, je pense, on est tous d'accord là-dessus. Donc HTML5 a intégré ces choses-là. Et ce qu'on voit là, c'est déjà implémenté dans Opera. Donc on pourrait sur des inputs dire cet input, je veux que ça soit seulement un email. Et puis si c'est pas un email, de me dire que c'est une erreur en fait. Ça simplifierait pas mal la vie. La même chose pour les URL. Un autre truc assez impressionnant, c'est que on aurait la possibilité de donner un type date, et ça serait au navigateur en fait d'afficher ce qu'on fait toujours tout seul avec du CSS et puis du JavaScript et tout ça. Donc ça serait un moyen d'avoir quelque chose de standardisé en fait. Même chose pour range. Et on pourrait mettre un attribut required sur les inputs pour dire que si celui-là il est pas, ouais bon. Ah non, c'est une URL. Voilà, s'il est pas rempli, ben il y a une erreur qui s'affiche. Et justement l'HTML5 s'arrête pas seulement à dire qu'il faudrait faire ça, mais ils expliquent aussi au navigateur comment ils doivent réagir, comment ils doivent l'implémenter et tout ça. Et il y a encore mieux. J'ai parlé avant des web applications. HTML5 veut offrir la possibilité d'avoir des vrais API pour les développeurs, de pouvoir donner
des possibilités d'interagir justement avec le navigateur. Un exemple pour ça, c'est des bases de données dans les navigateurs en fait. On a vu ça avec, pour ceux qui connaissent Google Gears, qui fait ça, un plugin Firefox qui permet de prendre ces données et puis de les mettre dans le navigateur et puis de les sauver pour pouvoir travailler offline. Et puis certains HTML5, j'aimerais justement standardiser ça aussi, puis de dire au navigateur, ben voilà comment vous allez implémenter ça, et puis on va tous avoir les mêmes noms de fonctions pour appeler ça. Et ça a été implémenté déjà dans le tout nouveau Safari 4. Si je retrouve. Voilà. Alors ça c'est un exemple justement. Donc je peux écrire en fait des notes, en rajouter. Et si je quitte cette page, puis que je reviens, les notes seront toujours là-bas parce qu'elles sont en fait elles sont stockées dans mon navigateur, dans la base de données de mon navigateur, puis elles sont raffichées de là-bas en fait. En complément à ça, il y a une autre fonctionnalité qui permettrait aux applications web de savoir quand c'est que votre navigateur est online ou offline, ce qui est déjà possible dans Firefox. Donc voilà, là je suis online. Si je vais dans le mode offline de Firefox, ça va me lancer un event dans JavaScript et puis je peux utiliser cet event pour faire certaines choses comme juste avant que j'aille de dire maintenant on va le stocker par exemple justement dans la base de données. Puis quand je vais online de nouveau, ben je peux relancer ça sur synchroniser et tout ça. Un autre truc assez cool dont j'ai pas trouvé une utilité grande pour l'instant, mais qui m'a assez impressionné, c'est ça en fait. Alors ce que vous voyez là, c'est deux iframes. Il y en a une qui est sur celle de gauche est sur un domaine différent que celle de droite. Donc ce qui est à l'intérieur, et elles arrivent à se communiquer entre elles en fait. Donc si je vais sur celle de gauche, vous voyez que celle de droite elle réagit et puis elle communique entre les deux. Si je vais sur celle de droite, on a la même chose. Donc deux domaines arrivent à communiquer ensemble avec du JavaScript et des events comme ça en fait. Alors, comme dit, j'ai pas d'idée comme ça en tête d'application qu'on pourrait utiliser à ça. Merci Pierre. Un autre truc cool, c'est le content editable. C'est un attribut en fait qu'on met, je sais plus si c'est sur, je crois que c'est ça, qu'on met sur certains, sur des divs ou bien surtout sur certains éléments, voilà, qu'on voit ici, qui permet de dire ben, cette div là elle est éditable, donc je vais pouvoir aller éditer ma div avec des events qui sont triés quand je sors de cette div ou tout ça. Ce que ça veut dire ça là, c'est qu'on va pouvoir faire des jolis CMS où on n'a plus besoin de gérer tout ça tout seul et ouais, de faire vraiment des pages éditables avec tout ça en fait. Une autre API, c'est l'API de Drag and Drop, qu'on a aussi implémenté par d'autres moyens, justement en JavaScript. Le problème, c'est que comme tous ces exemples, il n'y a rien de standard et puis c'est bien différent partout. Donc, je sais pas si...
Voilà, des divs avec des undrop, puis un peu de JavaScript. Et puis on arrive à faire des choses comme ça. Non, pas que je me trompe. Voilà, enfin les normaux drag and drop, quoi. Voilà, j'arrive au bout des choses qui sont nouvelles, qu'on va voir venir avec le HTML5. Tout ce travail a été fait par le WhatWag, WhatVG, ils ont offert tout leur travail en fait au W3C puisqu'il était sorti du WhatWag. Ils ont offert de nouveau ce travail comme une réunification de dire ben, on est prêt à vous donner tout ça, si vous voulez travailler avec nous, on peut aller dans le même chemin. Et le W3C a accepté, donc toute cette spécification HTML5 est de nouveau dans le W3C. Ils travaillent ensemble, plus ou moins bien. C'est parfois assez houleux de ce qu'on peut lire sur les forums et puis dans les mailing lists. Mais ouais, ça avance gentiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que le WhatWag est ouvert, donc tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut aller dire son mot. Ils sont très contents s'il y a des gens qui vont aller aider à documenter certaines choses ou bien même tester certaines choses. Et puis donc là il y aura quelques liens. Je vais mettre la présentation online. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on peut commencer à utiliser du HTML5 comme on l'a vu. Je vais donner un exemple. Ah, ça va mieux là. Donc ça, c'est un féru de HTML5 qui s'est mis à faire son site complètement HTML5. Donc ce site-là est complètement valide en HTML5. Je me suis même pas amusé à voir son code. Il utilise les sections, le header et ainsi de suite. Donc il s'est vraiment amusé à faire tout ça et puis que ça fonctionne plus ou moins dans les navigateurs. Par contre, donc on est bien d'accord, la plupart des balises qu'on a vues ne vont pas fonctionner puisque les navigateurs vont pas savoir de quoi en faire. Mais ce qu'on peut déjà faire, c'est de changer de doctype. En fait, il n'y a rien qui nous empêche d'utiliser le doctype de HTML5. L'avantage, c'est que ça va être compatible, enfin ça va être tout de suite le navigateur va switcher en mode standard justement. Et puis le seul truc, c'est que ça va, quand vous allez vouloir valider en fait votre site, ça va vous dire que votre site n'est pas valide forcément puisqu'il n'y a pas de doctype, il ne sait pas avec quoi le valider. Ce qui ne veut pas dire que votre site n'est pas valide en fait. Safari a fait pour le lancement de Safari 4, ils ont fait leur site en fait en HTML5 avec les doctype et tout. Oups. Voilà. Si je vais voir la source de ce site-là, vous voyez qu'ils utilisent le doctype HTML5 avec même une section et header déjà. Donc ils ont voulu un peu pousser un peu tout ça pour montrer que c'était faisable et puis voilà, on arrivait à faire des choses cool avec les nouveaux trucs. Et voilà, enfin c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma présentation sur Opera, parce que en fait là j'ai utilisé la même chose, j'ai utilisé du HTML5 pur avec des sections et tout ça aussi. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Grande question en fait. Le problème c'est qu'on attend depuis très longtemps et puis que c'est pas prêt d'arriver. On
nous a promis une publication de HTML5, donc final release, que tout soit prêt pour 2010, mais ça, on parle déjà de 2012 et puis peut-être encore plus. Ce qu'il y a de cool, c'est que ça évolue quand même, c'est que ils ont remarqué que ça commence à bien faire et puis que ça commence à durer un peu trop. Et donc ils ont commencé à dire voilà, cette partie-là en fait de la doc, elle est prête, vous pouvez commencer à l'implémenter, enfin de dire au navigateur vous pouvez commencer à l'implémenter parce que là on va plus la toucher, ce qui est vrai pour certaines choses. Et c'est ce que les navigateurs commencent à faire. On voit de plus en plus des articles qui disent regardez, on a implémenté ça sur notre navigateur, si je le retrouve. Voilà. Ce site-là a commencé à recenser en fait ce que savaient faire les navigateurs, ce qu'ils savaient pas encore faire sur Trident, c'est le navigateur IE. Gecko c'est Firefox, WebKit Safari et Presto c'est Opera. Ouais, bon, ça, il y a pas mal de choses. Vous voyez que justement ça change. Puis vous voyez par exemple pour Canva où une bonne partie des choses sont déjà faites sur ces navigateurs. Puis voilà, il traîne un petit peu toujours. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'ils essaient de faire des efforts. On a même vu Internet Explorer développer un des tags, des attributs. C'est même un API en fait, alors que les autres l'avaient pas encore développé, ce qui montre, enfin ils essayent quand même d'avancer, mais c'est beaucoup plus lent que tous les autres. Et puis voilà, justement mon avis c'est que ça va continuer comme ça. Enfin on va voir de plus en plus de choses, de petits prototypes dans tous les coins, et puis une fois, il suffit en fait que le W3C dise ben voilà, cette partie-là c'est vraiment terminé. Il faut que vous la développez, puis de faire pression en fait sur ces navigateurs, ce qui est pas facile, ce qu'ils font déjà, mais que c'est pas facile. Et puis ça va venir gentiment ouais. Enfin, toutes ces choses-là, à part pour cette présentation, pour faire la présentation, je les ai pas vraiment utilisées, mais c'est toujours sympa de savoir que ça existe, et puis d'avoir certains prototypes. Ça peut être utile pour certaines applications où on sait qu'on va travailler avec en interne, et puis on va travailler sur Firefox ou des choses comme ça. Voilà, j'ai été méchant avec vous. J'ai caché un élément dans la présentation qui était complètement faux. Et puis maintenant c'est à vous de trouver lequel c'était. Footer, c'est en fait foot. Je sais plus si je me suis bien exprimé. Voilà, c'était foot. Pour ma défense, ils ont discuté. C'était même dans les toutes premières releases de la spec. Ils ont dit qu'ils allaient faire ça. Et puis ça a été refusé en fait par la suite pour de sombres raisons. Voilà, si vous êtes intéressé à savoir plus, j'ai mis quelques liens sur mon compte Delicious avec un tag HTML5 là. Et puis merci d'avoir écouté. Puis je réponds justement volontiers aux questions. On a un micro pour ça, pour qu'on puisse aussi entendre dans la vidéo les questions. Donc je réponds volontiers aux questions. Est-ce qu'il n'y aura pas une guerre entre le XHTML 1.1 et l'HTML5? Vu que le W3C fait aussi, je crois, partie du développement de XHTML 1.1. Ouais, la guerre elle existe déjà. Enfin, ça fait longtemps qu'ils se font, les deux groupes se font la guerre. Enfin, ils coexistent en fait, les deux groupes, et puis donc on va se retrouver à devoir faire des choix. Comment on va développer comme on le fait maintenant en fait.
D'autres questions ou des remarques à propos de... Donc au début que le HTML5 va être dehors, si on commence tout de suite à utiliser les nouvelles balises, comment ça devrait plus ou moins se comporter dans des navigateurs genre IE qui ne va pas le supporter tout de suite? Est-ce qu'on va vraiment avoir un affichage qui va être totalement illisible pour cet utilisateur-là, ou est-ce que ça reste plus ou moins correct? Parce que s'il faut développer deux versions tout de suite, voilà quoi, on va garder les anciennes méthodes, puis ça va jamais pousser l'adoption d'HTML5 non plus. C'est pour ça en fait qu'ils ont essayé de mettre l'accent sur le fait qu'ils essayent de toutes ces balises, toutes ces choses-là qu'on puisse déjà utiliser, que ça allait juste pas être bien affiché en fait, mais que ça allait pas être, si c'était pas implémenté comme par exemple le doctype, que ça soit toujours compatible avec ce qui a été fait avant. C'est clair qu'on commencera pas à développer tant que les navigateurs auront pas implémenté ces fonctionnalités. C'est pour ça que tous les navigateurs, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que tous les navigateurs, donc tous les grandes entreprises, Apple, Mozilla, Opera et Microsoft travaillent ensemble sur le What Working Group. Donc ils sont tous en train de développer ça ensemble, donc ils savent ce qu'ils font. Et c'est leur travail aussi, enfin ces personnes qui sont là-dedans, c'est leur travail d'être coordonnés avec leur équipe de développement. Donc ils savent très bien que si ils vont pas dire demain on va réaliser l'aspect, on va dire maintenant tout le monde doit faire leur HTML comme ça, et puis que les navigateurs l'implémentent pas, ils vont attendre ça. Enfin c'est prévu que ce soit en plus ou moins en même temps. Moi, mon sentiment, en fait, au sortir de tout ça, c'est que, sachant qu'il y a un groupe de travail qui regroupe 4 énormes pontes au niveau de l'informatique, c'est qu'ils vont accoucher d'un monstre, difficilement exploitable, que par rapport au XHTML, mais je ne vais pas faire de procès ici ou quoi que ce soit, c'est vrai que le XHTML, tel qu'il se prononce actuellement, tel qu'il se détermine, est actuellement un langage de description qui devient de plus en plus clair. Dans la version 1.1, par exemple, toute la partie formulaire on a eu l'impression que ça avait un certain suffrage auprès du public, puisque tout le monde a réagi, oui super, on va pouvoir maintenant checker les emails, on va pouvoir checker les URL. Il y a déjà des patterns où il y a déjà en fait des éléments qui permettent de contrôler directement les champs. Il y a des implémentations aussi au niveau du navigateur qui peuvent se faire, par exemple sur les champs date, où le navigateur peut déjà réagir. Moi, par rapport à ce format HTML5, je vois pas nécessairement ce qui est apporté, sinon une accumulation de nouvelles balises qui existent déjà dans le XHTML1 au niveau de la description même, et qui ne sont pas limitatives, parce qu'on peut rajouter des éléments, on peut en réinventer d'autres. Et le sentiment que j'ai aussi par rapport à certains types de formats, comme le format vidéo et la lutte qu'il va y avoir dessus, c'est qu'il n'y aura peut-être pas quelque chose de décisif. On sait que certains formats vidéo peuvent gérer le H264, d'autres pas. Qu'est-ce qu'ils vont en faire au final? Quel va être le résultat de ça? Mon sentiment personnel, mais ça n'engage que moi, et là encore j'insiste, c'est pas un procès que je fais, c'est est-ce qu'on va pas accoucher d'un monstre que personne ne pourra réellement utiliser? Ou en tout cas ça va être tellement monstre que ça va être dans très très longtemps, ce qui est déjà le cas. C'est vrai que le problème, on comprend bien qu'ils veulent bien faire, d'essayer de standardiser quelque chose pour qu'on fasse vraiment tous la même chose, et puis qu'on n'ait pas ces problèmes qu'on a maintenant à développer nos sites pour pratiquement chacun des différents navigateurs, et puis de régler les problèmes pour les autres et tout ça. Et c'est ça là en fait le plus gros problème qu'on a pour l'instant, même avec l'XHTML, c'est qu'on peut pas mettre la faute forcément sur IE, parce qu'ils savaient pas forcément, enfin on leur disait pas comment faire leurs choses. C'est vrai qu'ils font pas beaucoup d'efforts pour écouter les autres non plus, mais
Ouais. Je dirais après, c'est peut-être beaucoup un peu de logique puis d'envie personnelle. Enfin, les éléments sont là, puis on peut les utiliser, mais on peut aussi ne pas les utiliser, en fait. Donc, à part certains qui me paraissent assez bien, comme cette tag nav et section là, qui sont pas mal, tous les autres, c'est vrai que, enfin, ou une grande partie, je pense qu'on peut peut-être s'en passer puis garder quelque chose de clair. Puis on aura peut-être HTML 5.5 nettoyé. Espérons pas quand même. Pas d'autres questions? On va pouvoir passer à la bière alors. Merci à tous.